FM, la course au pouvoir dans le camp du pouvoir après la désignation du candidat officiel de Benno Bokk Yakaar en la personne d'Amadou Ba, l'actuel Premier ministre. Des personnalités de premier plan du parti présidentiel APR se sont démarquées de cette décision. Même si Abdoulaye Daouda Diallo, lui, est rentré dans les rangs, il se range finalement derrière la candidature d'Amadou Ba. Bonjour Seydou Gueye. Bonjour Babacar, merci de m'accueillir dans vos studios pour cette heure d'échange dans le cadre de l'émission Grand Jury qui aujourd'hui a fini de prouver son utilité dans le débat et son utilité dans la construction de l'opinion dans notre pays. Merci à vous et bravo. Côté médias, on vous sent très discret ces derniers temps, surtout ces dernières actualités qui touchent, qui secouent votre parti APR, votre coalition Benno Bokk Yakaar. Mais écoutez, moi j'étais un peu préoccupé quand même de la qualité du débat dans notre pays. Et j'avoue que j'ai une certaine gêne quand je vois ce qui fait office d'actualité dans mon pays. Ma culture politique consiste à dire qu'en démocratie, ce qui est utile, c'est le débat projet contre projet. En démocratie, ce qui est utile, c'est que le débat porte sur les conditions de vie de nos concitoyens. C'est que le débat doit porter aussi sur la situation et le sort de ceux d'entre nous qui ont des difficultés dans leur travail, qui ont des difficultés à trouver du travail. Mais hélas et malheureusement, notre pays a connu une période, c'est les mutations peut-être, vous me direz, c'est une crise généralisée mondiale de la démocratie, où on a essayé de pousser notre pays vers un espace irrationnel. Mais en tant que chargé de la gestion de notre pays, puisqu'étant la majorité, il faut rendre hommage au président Macky Sall qui a maintenu le pays dans l'espace rationnel de la politique, c'est-à-dire délivrer les solutions par rapport aux préoccupations que je viens de dénoncer. Mais hélas, le débat n'a pas porté sur ça. C'était de l'invective, c'était de l'irrévérence. Et moi, j'ai passé l'âge où je dois être face à un concitoyen pour passer mon temps à l'insulter ou à me faire insulter. Heureusement, nous connaissons une sorte d'accalmie. Et il faut s'en féliciter. Je crois que c'est à la faveur des mesures qui ont été récemment prises. Le pays retrouve un peu de la sérénité. La dissolution de Pastef, vous faites allusion à ça ? Plusieurs décisions qui vont dans ce sens quand même, de maintenir notre pays dans l'espace rationnel. Le rôle des partis politiques est de contribuer à l'édification et à la construction d'une conscience citoyenne au-delà de la mission ultime de conquérir le suffrage. La perception que certains ont à partir d'ici ou de l'étranger sur ces mesures dont vous parlez, dissolution de Pastef, incarcération d'Ousmane Sonko et de plusieurs autres responsables et militants de ce parti Pastef dissous, la perception n'est pas bonne. Oui, mais c'est lié à un fait. Et je crois que ce fait ne concerne pas uniquement notre pays. La démocratie dans tous les pays du monde, elle est confrontée à des situations nouvelles. Puisque les outils de régulation de la démocratie, quand ils étaient inventés, il n'y avait pas cette évolution du digital et de la technologie. Et aujourd'hui, je pense qu'il nous faut réinventer de nouveaux outils de régulation de la démocratie. Parce qu'au final, cette perception dont vous parlez, je la comprends très bien. Elle est la suivante. Les outils traditionnels qui sont d'essence légale, constitutionnelle, quand ils sont utilisés pour réguler la démocratie, ceux qui en sont victimes les présentent comme des instruments de brutalité. Je prends un exemple, qui est un exemple d'un pays que nous aimons citer en référence, la France en l'occurrence. L'article 49.3 est d'essence constitutionnelle. Qui permet de débloquer les choses. Voilà. Et aujourd'hui, en France, le Parlement refuse de faire... Et aujourd'hui, l'opinion d'adopter des textes du gouvernement, c'est très dénoncé en France aussi. C'est très dénoncé parce que c'est perçu comme un instrument de brutalité, un instrument qui limite la démocratie et l'expression du suffrage. Donc l'un dans l'autre, dans tous les pays du monde, que ce soit aux États-Unis, ici au Sénégal ou ailleurs, nous sommes confrontés à des mutations. La France essaie d'apporter une réponse parce qu'ils ont, dans le dernier remaniement, ils ont mis en place un ministère chargé du renouveau démocratique et qui est en même temps le porte-parole du gouvernement. Donc la problématique de la démocratie se pose sous une actualité nouvelle à partir de considérations qui devraient nous permettre d'arriver
à consolider le vivre ensemble, qui est le soubassement de la démocratie, à gérer la pluralité et qui est l'essence même aujourd'hui de la démocratie, puisque ce n'est pas le fait de la majorité qui écrase, mais c'est le fait de la prise en compte des opinions qui sont différentes, et c'est le fait de prendre en compte des positions qu'il faut essayer de réconcilier, puisque c'est ça la politique, c'est trouver les équilibres, trouver les consensus pour avancer ensemble. Et je crois qu'il nous faut, du point de vue doctrinaire, du point de vue de la posture et du mode de présence en politique, travailler davantage à cette réconciliation pour avoir un mode de présence plus utile au projet démocratique. Pourrait-on s'acheminer vers la présidentielle qui arrive là, dans 5 mois, y arriver sereinement avec tous ces problèmes, ces goulots, ces emprisonnements, ces blocages démocratiques? Non, on va y arriver, puisque la tradition sénégalaise est d'aller toujours vers des élections apaisées, puisqu'aujourd'hui le défi, et je crois que nous l'avons surmonté, est grâce à la contribution de tous les acteurs de la société civile, des partis politiques et de l'opinion. Nous avons quand même un profil d'élection à contestation nulle, sinon marginale. Et cette tradition-là, il faut la préserver. Il est vrai que ces présidentielles s'annoncent comme étant les présidentielles les plus ouvertes de l'histoire de notre vie politique, puisque nous avons un président qui est sortant et qui est partant. Alors, toutes les ambitions sont ouvertes. Toutes les ambitions sont ouvertes. Mais il me semble que ce que les Sénégalais attendent... Et probablement, sans l'opposant le plus populaire, le principal adversaire de l'exécutif actuel. Bon, je vous laisse la responsabilité de ces propos. Mais ce que je considère que la personne à laquelle vous faites allusion, en l'occurrence Ousmane Sonko, pour ne pas le citer, est une personnalité de notre espace politique qui est arrivée 3e à une présidentielle, qui a eu des résultats électoraux assez clairs, mais ça ne donne pas moins de valeur aux autres. Cette compétition est ouverte, très largement ouverte. Maintenant, ce qu'attendent les Sénégalais, c'est qu'on dépasse l'anecdote, qu'on dépasse les questions de personnes pour faire s'affronter, se confronter des offres politiques différentes dont la seule perspective est le bien-être des Sénégalais. Et en l'espèce, et dans le contexte actuel, il y a beaucoup d'acquis à consigner à l'actif de la majorité actuelle, dans le sens de la transformation qualitative de la vie. Puisque, en définitive, qu'est-ce que veulent les Sénégalais, Babacar? Les Sénégalais, ils veulent du pouvoir d'achat. Les Sénégalais, ils veulent de la sécurité. Les Sénégalais veulent des services publics qui fonctionnent. Et c'est de ça dont on doit parler. N'ignorons pas les petites gens avec leurs petits problèmes dans les quartiers populaires. Pensons aux solutions qu'on doit produire. Et c'est ça, la doctrine. Et depuis 2012, c'est ce à quoi s'attelle le président de la République et ses équipes. Reste à savoir si vous êtes allé sur le sujet là que vous abordez, les migrations clandestines, les inondations, les autres problèmes du pays, l'agriculture. Alors, ce qu'il faut dire... Et encore l'agriculture, le ministre qui était au poste, qui démissionne depuis une semaine, qui n'est pas remplacé à cause de conjoncture politique, encore peut-être un nouveau signe de négligence de ce secteur important dans lequel l'État n'a pas fait ce qu'il aurait dû peut-être faire depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir, non? Ce qu'il faut consigner, le président Macky Sall a fait, et sa majorité, et ses différentes équipes gouvernementales, ont fait mieux que quiconque dans notre histoire politique. Ça, c'est incontestable. Vous me parlez de l'agriculture, mais on peut être d'accord sur une chose. Qu'entre 2012 et 2023, dans tous les segments et pour toutes les spéculations, notre agriculture a connu des hausses extraordinaires de production. Avec des chiffres contestés par des acteurs eux-mêmes. Oui, mais de toutes les façons, Babacar, vous êtes habitué à la contestation. Mais ce qui reste vrai, c'est que la production céréalière est passée, dans la période que j'évoque, d'1 500 000 tonnes à plus de 3 600 000 tonnes. Et l'arachide a atteint en 2022 plus d'1 600 000 tonnes.
Si je vous parlais de l'équipement motorisé, on peut retenir au moins des réalisations inédites. Entre 2012 et 2022, il y a eu pas moins de 72 000 matériels attelés, dont 8 845 motoculteurs, moissonneuses-batteuses, pour un montant supérieur à 66 milliards. Rien que sur la campagne, on est passé de 40 milliards à 100 milliards. Parce qu'on a une claire conscience de l'impact de l'agriculture sur le développement de notre pays. Le président a lancé le programme d'acquisition de matériel pour 2023 avec une dotation budgétaire de 85 milliards. On attend les résultats. Oui, les résultats vont venir. Parce qu'en vérité, les résultats, si vous voulez les avoir, il faut d'abord une stratégie. Et aujourd'hui, on a une stratégie de souveraineté alimentaire qui est incontestable, qui a été adoptée. Et il y a en plus des efforts budgétaires sans précédent qui sont accomplis. Et pour cette campagne 2023-2024, où on attend au moins 1 600 000 tonnes de riz, il y a 19 mesures qui ont été mises en place, portées par le ministre de l'Agriculture dont vous évoquez le départ, qui devront nous permettre justement de consolider notre stratégie de souveraineté alimentaire. Ces mêmes performances aussi, on peut les consigner dans d'autres secteurs, le secteur de la santé, avec les hôpitaux qui ont été étraînés, le niveau du plateau technique qui a été relevé dans certaines structures de niveau 1. Donc globalement, nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan du président Macky Sall, mais vous le savez autant que moi, il y a de bonnes choses qui ont été faites et la perspective politique, c'est de prolonger et de poursuivre la courbe de ces bonnes actions. Il y a des faits qui contredisent toutes ces statistiques, toutes ces courbes à la hausse que vous dessinez souvent. Rien que la situation des jeunes du Sénégal, le sous-emploi, la tentative de rallier l'Europe et maintenant les Amériques par des voies dangereuses contredisent tout ce que vous dites depuis 11 ans. Alors, sur cette question-là, le premier exemple que je vais citer, c'est cette semaine. Sur Lampedusa, en une seule journée, il y a eu plus de 6 000 qui sont arrivés sur l'île italienne. 7 000 en 24 heures. En 24 heures. Et ils ne proviennent pas d'Afrique occidentale. On ne sait pas. Ils ne proviennent pas du Sénégal. On ne sait pas. Ils viennent des côtes libyennes, tunisiennes, mais alors, avec des négro-africains. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est un phénomène planétaire, un phénomène mondial. La solution, personne ne l'a encore. Personne. Mais la perspective qui est dessinée à travers le programme Khoyundouni et l'opération Terre Ferme que le président Macky Sall avait annoncé à Malte, qui est une stratégie de retour vers l'agriculture, devrait contribuer à atténuer justement cette hémorragie. Puisque ça ne fait que l'affaire des réseaux et des trafiquants, puisque ce n'est pas l'Eldorado. Et aujourd'hui, c'est à travers des risques mais extraordinaires que nos jeunes s'en vont. Le message à leur dire... Le message ne passe pas. Le message à leur dire, mais il faut le répéter. Il faut le répéter. Il faut le répéter. Parce que c'est ça la réalité. Notre pays a besoin de sa jeunesse. Notre jeunesse doit être mise dans une posture de priorité absolue. C'est ce qu'a fait le président Macky Sall en dotant son programme de 150 milliards par année sur 3 ans. Maintenant, on n'est pas à l'heure du bilan. Mais pour ce que l'on en sait, c'est que les premiers résultats laissent espérer que ça fait partie des éléments de réponse à la problématique. Les raisons de désespérer sont peut-être nombreuses. On prend l'exemple des ressources naturelles du pays. La dernière actualité de Kédougou, la région du sud-est du pays, zone aurifère, sous-sol extrêmement riche, rien que l'or qui sort du sous-sol de Kédougou, évalué à plus de 500 milliards de francs CFA par an. Et quand on voit le mal-vivre qui est érigé en règle de vie dans ces zones-là, il y a de quoi désespérer. Le pétrole et le gaz, beaucoup de publicité sur ces ressources qui vont arriver. Il ne faut pas désespérer. Mais ce contraste-là, région riche, population pauvre. Il ne faut pas désespérer, puisqu'on est dans une rationalité de rattrapage.
puisque ça, ce ne sont pas les conséquences de notre action. C'est une situation qui était là. Mais ce qu'on a apporté pour modifier les conditions d'existence de nos populations dans ces localités, c'est d'abord cette doctrine de contenu local, cette loi du contenu local, qui est la déclinaison concrète du principe que le président Macky Sall a fait voter et qu'il a mis dans la Constitution, qui est que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Il y a eu ces incidents à Khossanto. Il faut les déplorer puisque la violence... Mais le fond du problème, c'est qu'il y avait un dispositif pour le recrutement des emplois non qualifiés qui était sous l'autorité des chefs de village. Et il y a eu une tentative de modification pour faire passer le pouvoir au préfet ou au sous-préfet. Ça veut dire qu'il faut davantage de concertation, puisque la solution de sortie de crise, elle a porté sur la concertation avec un CRD que le Premier ministre de l'Intérieur a présidé et qui a permis de renouer les fils du dialogue et laisser les choses au niveau où les populations se sentent impliquées. Il faut, de ce point de vue, présenter toutes nos condoléances à ceux qui ont perdu la vie dans ces événements, mais saluer également l'action de l'État et sa réaction rapide, mais surtout le travail qui est fait par les structures de société civile telles que le Forum civil qui a quand même beaucoup contribué à la prise de conscience et à améliorer la gouvernance inclusive des ressources naturelles. Mais il faut également saluer l'action de l'ITIE, l'Initiative pour la transparence, à travers ces déplacements et ces rencontres communautaires qui essaient de plus en plus de donner de plus en plus d'informations sur la réalité de l'exploitation des ressources naturelles pour que les populations en sachent davantage. Et c'est ça la bonne gouvernance. C'est d'abord le premier principe de la bonne information. Et je pense que d'ici à quelques temps, nous devrons améliorer justement, parce qu'on ne peut pas se contenter uniquement de la responsabilité sociétale d'entreprise. Il y a des dispositions légales qui affectent une partie des ressources aux collectivités territoriales desquelles on a extrait ces ressources. Et il faut plus de vigilance, plus de rigueur de la part de l'État pour que justement ceci soit effectif. Mais c'est vrai que le contraste est saisissant entre la richesse qui est tirée du sol et les conditions de vie des populations qui sont les autochtones de ces localités en question. Tous ces problèmes, tous ces paradoxes, toutes ces insuffisances, pour reparler de la prochaine élection présidentielle et de Benno Bokk Yakaar, tout cela fait que cette élection-là, alors elle n'est pas du tout gagnée d'avance pour vous. Oui, Babacar, vous avez raison. Mais pour conforter votre position, toute élection a toujours été difficile. Mais on a au moins l'avantage au niveau de Benno d'avoir une doctrine en la matière et d'avoir l'intelligence pour chaque élection. Dans le cas d'espèce, je crois que l'opinion a été très, très préoccupée des difficultés qu'on avait à avoir un candidat. Parce que il y avait, lorsque le temps des ambitions était ouvert, il y avait beaucoup de prétendants. Mais il va sans dire que moi, je préfère l'embouteillage à la rareté. Ça veut dire que notre coalition regorge d'hommes et de femmes en mesure de pouvoir postuler à cette qualité de président de la République. Heureusement par notre doctrine, puisque nous avons connu en 2012, par exemple, un long débat au sein de Benno sur la candidature unique, que nous avons pu résoudre favorablement avec une pluralité de candidatures, mais sur la base d'un pacte qui a permis le regroupement autour du mieux placé d'entre eux, et à l'époque, c'était le président Macky Sall. La candidature unique qu'on cherchait en 2012, on ne l'aura que en 2019, avec le président Macky Sall, candidat unique de Benno. Et dans le contexte actuel, après le temps des ambitions, le choix qui était la norme, puisque c'est ça qu'on avait dit en donnant au président Macky Sall mandat, et conformément à sa doctrine de dialogue, il a ouvert des concertations en y associant le président Moustapha Niasse et tous les leaders de Benno pour le choix du candidat, qui est finalement tombé sur le Premier ministre Amadou Ba. C'est vrai qu'il y a eu des réactions, mais je suis très heureux de la décision honorable et de la posture de Abdoulaye Daouda Diallo, le président du Conseil économique et social, qui a renoncé à se présenter en acceptant de soutenir le candidat de Benno. Et je pense que ça, c'est une décision importante
qui, de façon incontestable, maintient les chances que nous avons de remporter cette élection. Mais à l'entendre parler, on a l'impression qu'on lui a tordu le bras, entre guillemets. Non, je ne pense pas. Il n'a même pas prononcé le nom du candidat Amadou Ba lors de son discours tenu en français, en wolof et en pulaar. Et en pulaar. Non, je crois que ça, c'est pas la question principale. La question principale aujourd'hui, c'est de constater. Une interrogation, est-ce que l'équation est fondamentalement résolue? Elle est résolue. C'était une équation à une inconnue, et une équation à une inconnue est plus simple à résoudre qu'une équation différentielle, ou à deux inconnues, où tu fais jouer le discriminant, et je crois que tu sais que tu as oublié la formule, delta égale B2 moins 4AC. Je l'avoue. Non, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, ce dont il était question, c'est justement d'édifier l'opinion sur sa posture. Une posture responsable, une posture engagée d'un homme qui est préoccupé par la victoire de son camp. Et Ablaye est un homme politique qui ne vote jamais contre son camp. Et dès lors qu'il a compris, après avoir échangé à plusieurs occasions avec le président de la République, il a pris cette décision que je salue et je le félicite et l'honore. Le candidat Amadou est un homme bien. Aujourd'hui, comme je l'avais dit, on a une équipe qui peut avoir des performances dans une compétition mondiale. Il nous manquait un capitaine d'équipe parce qu'on avait un excellent sélectionneur. On a un excellent sélectionneur, c'est le président Macky Sall. Le problème des égos n'est pas peut-être définitivement réglé dans votre camp. Et parfois, on a l'impression égo surdimensionné, là, non? Non, je crois que nous avons tous en partage et nous avons une claire conscience que les Sénégalais sont exaspérés par les égoïsmes. On n'est pas en politique pour des questions d'orgueil personnel. On est en politique parce qu'on a l'engagement de faire avancer son pays. Et aujourd'hui, au vu de l'analyse que nous avons, que nous partageons, sur les risques qui pèsent dans notre sous-région, qui sont dans notre sous-région et qui pourraient nous affecter, il était plus urgent d'être sur la ligne commune de combat, faire face à l'obscurantisme, faire face aux extrémismes, faire face au populisme, pour poursuivre justement cette trajectoire qu'il faudra certainement corriger. On verra l'offre du candidat Amadou Ba et des équipes qui vont l'environner. Mais l'enjeu, c'est ça. Poursuivre sur la vision du président Macky Sall qui est stabilisée à horizon de 2035 pour que le Sénégal soit enfin un pays émergent. C'est ça l'enjeu. Il ne s'agit pas d'ambition personnelle et si vous le constatez, ça ne dévalorise pas le candidat que nous avons et ça ne dévalorise pas encore moins les autres candidats qui prétendent être président de la République. Mais nous sommes en train de sortir d'un cycle. Le cycle duquel nous sortons, c'est le cycle des candidats d'incarnation. C'est vrai qu'on n'apprend pas à devenir président de la République, mais on le devient. Les énigmes maintenant, un seul principalement. Mohamed Boun Abdallah Dionne, l'un des candidats à la candidature de Benno à cette présidentielle, qui n'est pas encore déterminée. Pensez-vous qu'il va faire comme Abdoulaye Daouda Diallo ou qu'il va se présenter à l'élection? Mohamed Boun Abdallah Dionne, l'ancien Premier ministre, est un grand Sénégalais qui est intéressé par le développement du Sénégal. Ce qui l'illustre, c'est son dernier ouvrage sur les politiques de développement de notre continent. Il a joué un rôle majeur dans l'histoire de notre vie politique et il peut avoir une contribution décisive dans le cadre de cette majorité puisque pendant 5 ans, sans discontinuer, il a été le Premier ministre de ce pays. Il a mis en œuvre la vision du président Macky Sall dans le cadre du PSE avec bonheur puisqu'il avait une préoccupation orientée résultat. Vous pensez qu'il va rentrer dans les rangs? Mais je n'ai que des souhaits. Et ce que je souhaite, c'est qu'on consolide notre unité, qu'on consolide notre camp pour aller chercher cette victoire qui, de mon point de vue, n'est pas hors de notre portée. Et si nous sommes ensemble, les chances sont intactes, avec l'accompagnement du président Macky Sall, dont le bilan est largement et globalement positif, pour parler comme défunt Georges Marchais, c'est largement positif. Aly Ngouille Ndiaye, lui,
démissionnaire du gouvernement, a dit clairement qu'il n'est pas d'accord avec le choix porté sur Amadou Ba. Vous pensez que Macky Sall et vous tous pouvez le faire revenir sur sa décision pour qu'il se range derrière la candidature officielle, celle d'Amadou Ba? Mais ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il faut poursuivre les concertations. Il faut continuer à discuter. Nous sommes de la même famille. Nous sommes des frères. Il faut qu'on soit ensemble. Ali est une ressource importante de notre parti. C'est un homme qui a beaucoup de qualités. C'est un homme de raison. Et je pense qu'il faut continuer, tant qu'il y a des perspectives et des possibilités, de réunir la famille, d'être ensemble, puisque l'unité est le gage de notre victoire. Nous ne sommes pas des ennemis, on peut avoir des options et des choix différents, mais nous avons un vécu commun, une culture commune, et nous devons tous honorer le président Macky Sall en continuant sur les sillons qu'il a déjà tracés pour le développement et l'émergence de notre pays. Que pensez-vous de la candidature de Mame Boye Diao, limogé d'ailleurs après sa déclaration de candidature de la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations? Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais Mame Boye a fait son analyse, a pris ses responsabilités de poursuivre son ambition. C'est un bon camarade, un individu affable. Il a pris sa responsabilité et je sais que Mame Boye est un homme conséquent qui sait assumer les conséquences issues de ses actes. Dans les autres entités de Benno, les autres partis membres, cette décision de désigner Amadou Ba comme le candidat de la coalition présidentielle n'a pas reçu les adhésions totales. Au Parti socialiste, par exemple, c'est un gros débat à l'interne. Les postures de Jean-Baptiste Diouf, maire de Grand Dakar. Oui, non, mais tu le sais bien, c'est le lot quotidien d'un processus de désignation de candidats. Mais ce qui importe, c'est la position officielle de l'organisation en question. Mais en politique, la moindre soustraction peut coûter cher. Non, mais aujourd'hui, Babacar, nous sommes dans une séquence politique particulière. Par le dialogue, le président a engagé les concertations pour arriver au choix du candidat. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'on lui donnait mandat. Et tous les candidats devraient, en principe, se ranger derrière le choix. Parce que le choix fermait le temps des ambitions pour ouvrir le temps des équipes et de la mobilisation collective au service du candidat de notre coalition. Le PIT s'est exprimé, le PS s'est exprimé jeudi, d'autres organisations se sont exprimées. Et pour toutes les expressions que j'ai pu entendre ou lire, ils soutiennent le choix du président et s'engagent à mobiliser leurs forces politiques et leurs bases politiques en faveur du candidat de la coalition, en l'occurrence M. Amadou Ba. C'est ça la réalité. On va voir ce que cela va donner. Déjà, la victoire avec unité. Oui, la victoire, vous êtes responsable APR à la Médina, à Dakar. Le département de Dakar, très difficile pour votre parti et votre coalition. Les dernières législatives le montrent suffisamment, et même un peu les élections municipales. Gagner Dakar, pour vous, à cette présidentielle, vous pensez que ce sera vraiment facile? C'est Gueye. Mais vous n'aurez pas manqué de remarquer qu'à chaque élection présidentielle, c'est le président Macky Sall qui a gagné Dakar. Macky Sall. Oui. Là, il s'agira d'Amadou Ba. Non, bien sûr. Non, mais ça, c'est les statistiques électorales par type d'élection. Si on a des difficultés sur les locales, ce n'était pas toujours le cas sur les législatives. C'est la première fois que nous perdons Dakar aux législatives. En 2012, on avait gagné. En 2017, on avait gagné Dakar. C'est la première fois qu'on perd les législatives sur Dakar. L'un dans l'autre, il n'y a pas de zone facile. Puisqu'en vérité, il faut avoir l'humilité de dire que la décision appartient aux citoyens. Vous et moi, nous essayons de faire l'opinion. Vous en tant que journaliste et moi en tant qu'acteur politique. Mais le travail politique se fait. À Dakar, on a des ambitions, comme dans toutes les autres parties du pays, où nous rencontrerons des citoyens sénégalais à qui nous soumettrons la proposition politique
pour les engager d'abord dans l'action, ensuite dans le vote, en notre faveur. C'est ça le travail que nous devons faire. Et de mon point de vue, au regard de ce qui se joue pour nous, acteurs politiques, mais pour les Sénégalais, c'est une question qui est très prise au sérieux et nous nous donnerons les moyens quand même d'avoir un excellent résultat dans Dakar. Et Taraou, son maire, Barthélémy Diaz, maire de la ville, Taraou, dont le candidat sera le candidat déclaré, Khalifa Sall d'ailleurs, ancien maire, c'est ça la difficulté de Dakar, plus les autres qui vont essayer de grignoter. Oui, non, mais vous savez, Dakar, c'est un espace qu'on partage toujours. Il est très rare qu'un candidat fasse plus de 50% à Dakar. Je crois que la meilleure performance électorale sur une présidentielle, c'est celle de Macky Sall, qui avait fait pratiquement près de 49% sur la dernière présidentielle à Dakar. C'est vrai qu'il y a un rapport politique qui est immédiatement perçu comme en notre défaveur. À l'issue de l'élection municipale, remportée par le maire Barthélémy Diaz, que je salue, et aux législatives, remportée également par ce même maire, Barthélémy Diaz, qui était la tête de liste. Mais on fera le travail en intelligence, puisque nous avons de vraies bases à Dakar. Je ne vais pas aller en conjecture sur un peu ou en spéculation sur l'extrapolation des différents résultats, mais le travail d'analyse et d'approche sera fait correctement et les réponses politiques que nous pensons les plus adaptées à notre contexte à Dakar seront apportées. Parce qu'on a un Premier ministre qui est quand même de Dakar. Et en l'occurrence, d'une commune qui est la première électoralement parlant. Les parcelles assainies. Les parcelles assainies. Et donc, il y a un travail à faire sur Dakar, mais ce n'est pas aujourd'hui, puisque nous n'avons pas encore commencé à faire cette approche stratégique électorale. Mais vous verrez, je pense qu'on a de vraies chances au regard de nos conditions, c'est-à-dire le bilan que nous avons, l'équipe que nous formerons et les qualités que nous présenterons à l'opinion pour dire que le meilleur choix pour poursuivre le plan Sénégal émergent et la vision du président Macky Sall sont incarnés par cette coalition Benno Bokk Yakaar, qui est une coalition inédite, puisqu'elle est à elle seule, elle a gouverné pratiquement dans une doctrine, je pense, qui intéresse les Sénégalais, qui les rassure. Gagner ensemble et gouverner ensemble. Et c'est ça que nous allons poursuivre. Gagner Dakar, exercice pas facile, Touba n'en parlons pas. Et, le capital de Macky Sall, son capital politique, son capital sympathie, ne souffre-t-il pas un peu ces derniers temps impopularité exagérée ou justifiée, mais quand même la politique atterrit dans les stades maintenant avec des slogans en faveur de Sonko et contre Macky Sall, ce n'est pas analysé pour vous un peu? Non, vous restez sur l'écume des vagues. Mais vous pouvez être d'accord avec moi qu'à partir de son discours du 3 juillet, par lequel le président Macky Sall a séduit le monde entier en renonçant à se présenter pour un troisième mandat, même si ce sont ses propos, et je les partage, la Constitution lui aurait permis... Ça ne fait pas de lui l'homme le plus populaire du pays. Non, je ne dis pas ça. Non. Je veux dire, vous m'avez interrogé sur une baisse de popularité, je vous dis c'est le contraire. Et il ne faut pas prendre... Je vous rends la balle parce que vous ne disposez pas non plus, vous, d'instruments pour en juger. Mais ce que je vois à travers mon quartier, dans les taxis et à travers l'opinion, Sénégal disent Macky Sall gor la, nit ku baax la. Certains disent même warul sax dem. Mais ça, c'est dépassé. Ce qui reste vrai, c'est que moi, je ne prends pas des vessies pour des lanternes. Je sais bien décrypter une notoriété spontanée, réelle, de manœuvres réputationnelles qui sont une sorte de bulle qui se dégonfle. Puisque nous sommes en politique. Ce qui importe, c'est le résultat du dimanche électoral. Quel rôle, selon vous, Macky Sall, il doit jouer dans la campagne électorale de cette présidentielle pour votre candidat, pour votre clan politique? Mais son capital, vous êtes parlé, le porte-parole de l'APR. Vous en avez parlé, son capital, son coefficient personnel, son bilan. Et
sa connaissance. On a tous besoin de ça. Puisque si vous savez, vous reprenez le parcours. Macky Sall est un homme politique. Le président Macky Sall est un homme politique qui n'a jamais perdu d'élection. Jamais. Tout type d'élection. Élection municipale, régionale, législative, référendaire. Il s'en est fallu de peu aux dernières législatives. Oui, il n'était pas notre tête de liste. C'est sans doute à mettre dans l'analyse. Oui, bien sûr, c'est à consigner dans l'analyse, mais comme un petit paramètre qui n'est pas déterminant. Et les positions institutionnelles qui ont permis d'être au contact quotidien du pays et de sa réalité lui permettent aujourd'hui de s'appuyer sur des capteurs qui lui transmettent la vérité et la réalité du terrain. Et en politique, il y a un principe fondamental et élémentaire, c'est comprendre la réalité et travailler à la transformer. Et je pense qu'à ce niveau-là, il est très outillé. C'est un argument de poids dans notre campagne. C'est un élément de référence pour ce que nous allons proposer aux Sénégalais. Et avec son lot d'incohérences, un peu de mégalomanie dans votre gouvernance, les investissements... c'est de la mégalomanie que de faire un hôpital à Touba? Non, je ne parle pas de ça. Pense pas. Faire un TER à 1000 milliards sur 1000 milliards, le chiffre de certains, vous dites un peu moins de 700 milliards, en tous les cas. Faire un TER sur 36 km, alors qu'un autre instrument aurait pu permettre de... C'est comme... Le TER est très utile, parce que vous le savez mieux que moi. Le TER a fait taire ceux qui disaient ça. Qu'est-ce que ça coûte à l'État sénégalais? Il les a mis à terre. Sa rentabilité. Alors, l'investissement, la rentabilité. Et là, l'État qui continue de subventionner à près de 15 milliards par an. Moi, je vous renvoie à une réalité. Les cohérences de cet investissement. Une réalité que je voudrais que les Sénégalais comprennent. Le coût de l'inaction par rapport au défi de la mobilité collective qui est lié aux embouteillages nous faisait perdre tous les ans au moins 100 milliards de francs. Et aujourd'hui, la générosité, la vision du président Macky Sall, c'est de permettre aux Sénégalais de pouvoir rallier Pikine en 7 minutes à partir de la gare de Dakar, d'arriver à l'aéroport AIBD en moins d'1 heure et de pouvoir quitter Rufisque pour venir travailler à Dakar ou quitter Thiès pour venir travailler à Dakar. Vous savez, l'ambition que nous avons, c'est de transformer notre pays. Et je voudrais rappeler également que c'est un investissement utile. Puisque si on ne faisait rien, dans 10 ans, on risquait de se retrouver à plus de 8 millions dans Dakar, avec la congestion du port, la congestion des routes. Il fallait faire quelque chose. C'est un investissement. On n'avait pas forcément besoin, c'est Dougué, de la dernière technologie en la matière qui coûte cher, s'endetter pour construire un TER, agréer une société exploitante française et subventionner à près de 15 milliards, entre 12 et 15 milliards chaque année, cette subvention-là. Mais cette subvention, elle va au profit des Sénégalais qui prennent le TER. N'eût été cette subvention, on n'aurait pas pu avoir un abonnement mensuel de 30 000 francs. Si on paye au coût du trajet, ça fait 3 fois ça. Et ça, justement, c'est l'équité. C'est la justice sociale. Il faut penser aux couches défavorisées. Il faut penser aux plus faibles d'entre nous. Il faut penser aux plus pauvres et aux plus précarisés. Hors de ces considérations, la politique n'a pas d'objet. Et il faut concilier justement le développement, la modernité. Et si on restait dans votre logique, on ne ferait pas le BRT. Le BRT va permettre aux gens qui quittent Guédiawaye de rallier Petersen en moins de 40 minutes. Comparons avec le temps de trajet qui est aujourd'hui de rigueur. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, il faut qu'on évolue. Le Sénégal n'est pas indigne à la modernité. Il a les vocations, il a le potentiel, il a les capacités. Dès lors que ça revient au bénéfice de la population, l'investissement vaut le coup. Sédou Gueye, il nous reste encore quelques petites minutes. Évoquons maintenant ce remaniement ou réaménagement ministériel que tout le monde attend.
Amadou Ba, pour vous, candidat désigné de Benno, doit-il rester au poste de Premier ministre? Mais écoutez, moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Et ce que je sais, c'est qu'avec le retard, entre guillemets, que nous avons pris pour lancer la machine, il est important que notre candidat ait de la disponibilité pour aller au contact des populations. Je me fonde un peu sur ce que je sais d'expérience. Le président Macky Sall a eu 3 ans et demi pour faire le tour du Sénégal et on s'amusait à dire qu'il a fait 3 fois le tour de la Terre à 80 000 kilomètres. Et au total, on n'a pas eu... on est arrivé premier de l'opposition, deuxième de la compétition, avec un peu plus de 26%. Mais il me semble qu'il faut faire la différence entre les choses. Il y a la séquence gouvernementale où il y a une équipe, comme l'a dit le président Macky Sall, qui est chargée de la mise en œuvre des politiques publiques jusqu'au 2 avril 2024. Et il y a ce qui est de la démocratie, qui est de l'ordre de la pré-campagne et de la campagne électorale. Aujourd'hui, le président à qui nous avons laissé le mandat devra nous trouver la formule la plus adaptée, puisque c'est le plus expérimenté d'entre nous. Aucun d'entre nous n'a une expérience de campagne électorale et de combinaison avec une position institutionnelle. Donc moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, puisque par éthique et par esprit républicain, pour moi, toujours le remaniement est l'affaire du président de la République. Ce que je sais, c'est qu'au regard de la stratégie, on configure une équipe pour optimiser la mise en œuvre. Maintenant, le contexte évolue, il change. Restons républicains jusqu'au bout et pensons et restons sur cet impératif qui est le nôtre d'être au service des Sénégalais à travers la mise en œuvre cohérente, efficace des politiques publiques. Comment réajuster, comment réaménager, comment remanier ce gouvernement à 5 mois de la présidentielle? Pour vous, du tout politique, c'est plus rationnel pour vous avec cette perspective? Écoutez, moi je ne suis jamais d'accord avec ce débat qui fait le départ entre les politiques et les technocrates. Pour moi, un ministre est forcément politique. Il est forcément politique. L'appareil technocratique existe, c'est l'administration, à travers ses directions opérationnelles. Encore qu'il est politisé à outrance maintenant. Ce qui conduit à ce remaniement, ce n'est pas une mise en cohérence par rapport à une élection, non. Puisqu'il y a eu des départs du gouvernement avec la sortie des ministres qui appartenaient au Réumi, le Premier ministre actuel assurant l'intérim. Il y a eu le départ du ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye. Donc, en pleine campagne, mais heureusement, je vous ai parlé de la stratégie qui a été arrêtée et de toutes les mesures qui étaient prises pour la réussite de la campagne agricole. Maintenant, il viendra le temps où le président, qui a la prérogative constitutionnelle, de trouver la formule, comme il avait trouvé une formule par intérim pour le Premier ministre sur les 2 ministères que j'ai évoqués, en l'occurrence l'élevage et le sport. Il pourra trouver la formule la plus adaptée au regard des urgences, des impératifs et des nécessités de conduire les choses avec efficacité et cohérence. C'est vrai qu'il y a une passion sénégalaise pour les réaménagements ministériels. C'est une actualité qui intéresse tout le monde et ils ont raison, puisqu'il s'agit d'hommes et de femmes qui sont appelés à être à leur service, à développer leur savoir-faire, leur talent, leurs compétences, pour que les problèmes qu'ils ont adressés soient pris en charge avec efficacité. Ça se fera mais pour l'instant, wait and see, je pense que c'est mieux. Peut-être au retour de Macky Sall qui s'est envolé pour les États-Unis pour assister à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça nous permet d'embrayer un peu sur la situation en Afrique de l'Ouest, la politique, la sécurité, les coups d'État. C'est comme si on revenait en arrière, puisqu'en vérité, c'est des coups d'État militaires. Et je pense que l'Afrique a entraîné une expérience qui ne nous concernait pas, nous. En 90, avec le discours de la Baule, pour avoir des schémas de conférences gouvernementales, la limitation des conférences nationales de Mitterrand. Voilà, conférences nationales. Mais nous, on était déjà dans une trajectoire démocratique.
Moi, ce que je crois, c'est qu'aucun peuple qui croit en la démocratie n'est fier d'un coup d'État. Aucun peuple, de mon point de vue, n'est fier d'un coup d'État. Parce que c'est inacceptable de remplacer par la force des hommes et des femmes qui ont été élus par le peuple. Il est vrai que nous connaissons cette situation puisque nous avons bégayé pour certains pays entre transition démocratique et régime un peu usé par le temps. Je crois qu'il nous faut les États généraux, il nous faut comprendre que le seul avenir acceptable pour un peuple qui aspire à la démocratie, c'est le respect du suffrage universel. Que la démocratie est une invention permanente. J'évoquais tout à l'heure l'impératif de trouver des outils de régulation, mais pour moi, la démocratie est une invention permanente. Il n'y a pas de modèle à mettre en place tel un corset. Les pays de référence connaissent aussi des difficultés dans la mise en œuvre de la démocratie du point de vue de l'éthique, de la spiritualité, du comportement. Et il nous faut améliorer notre mode de présence, puisque la démocratie, la vraie difficulté, c'est la question de l'altérité dans la démocratie. Parce que celle que nous connaissons est peu utile aujourd'hui dans notre pays, avec ce que j'appelle le djambarisme, à travers une expression que je veux caricaturer en disant notre démocratie, notre opposition, c'est du ñoo bañ ñoo langue duñ ko nangu. Entre ñoo bañ ñoo langue duñ ko nangu, il n'y a aucune proposition. Et ce qui fait la fertilité de la démocratie et sa vitalité, c'est cette capacité à gérer l'altérité et la pluralité. Il nous faut faire des efforts dans ce sens et soutenir les initiatives de la CEDEAO, puisque c'est notre organe au niveau de notre espace sous-régional et qu'il faut qu'elle soit renforcée, qu'elle gagne en crédibilité puisqu'elle est face à des épreuves difficiles avec les sanctions qui sont levées, des promesses d'intervention militaire. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Et notre intérêt, et heureusement le Sénégal a fait le bon choix, de développer une diplomatie de bon voisinage et une politique et des politiques publiques qui se préoccupent de la prise en charge des besoins des Sénégalais. Nous avons beaucoup d'efforts à faire, il est vrai, sur d'autres aspects. Et je crois que nous avons suffisamment d'intelligence, de ressources pour arriver à bout de ces nouveaux problèmes. Merci Sylvain d'être passé devant le grand jury de RFM. Ministre conseiller à la présidence de la République, porte-parole de l'APR, le parti dirigé par Macky Sall. Il va faire comment après la présidentielle? Vous pensez qu'il doit toujours être le leader de l'Alliance pour la République? Mais on avisera le moment venu. Mais il est toujours utile au pays et il sera toujours utile au parti. Merci. Merci Babacar. Merci aussi à Kader qui était à la régie, à tous ceux qui nous ont